En 2025, Airbus a livré 793 avions. Son carnet de commandes dépasse les 8700 appareils, complet jusqu'au début des années 2030. Le géant de l'aéronautique imprime littéralement de l'argent. Mais voilà ce qui n'a aucun sens. Malgré des commandes records, malgré des compagnies qui patientent 10 ans pour des avions neufs et malgré des milliards de bénéfices chaque année, Airbus n'a pas lancé d'avions entièrement nouveaux depuis que l'A350 a été annoncé en 2004, à l'origine comme une évolution de l'A330. Et cet avion n'est entré en service qu'en 2015. La famille A320neo, celle qui génère l'essentiel de ses revenus, c'est une évolution d'un design de 1984. Aujourd'hui, l'entièreté du secteur spécule sur le prochain coup d'Airbus. Certains l'appellent A360, d'autres A370. La vraie question, ce n'est pas juste le nom, c'est quel segment viser. Peut-être un monocouloir pour remplacer l'A320 ? Ou un long courrier pour défier le 787 de Boeing ? Ou alors peut-être les deux ? Les technologies en développement, structure composite de pointe, moteur open fan révolutionnaire promettant 20% d'économie de carburant, ce modèle repliable qui aurait été presque impossible il y a 10 ans, pourrait rebattre les cartes dans l'un ou l'autre marché. Pendant ce temps, Boeing est en crise. Problème de production, dérapage qualité, des bilans financiers sous pression. La fenêtre pour qu'Airbus domine la prochaine génération n'a peut-être jamais été aussi grande. Mais alors, pourquoi Airbus n'appuie-t-il pas sur la gâchette ? Pour comprendre pourquoi Airbus n'a pas lancé un nouvel avion entièrement nouveau depuis plus de 20 ans, peu importe le segment, il faut regarder ce qui se passe lorsqu'un constructeur se plante sur un programme clean sheet. L'aéronautique est pleine d'histoires qui servent de leçon. Et Airbus n'a même pas besoin d'aller chercher plus loin. La compagnie a mis plus de 30 milliards de dollars sur la table pour développer l'A380 en pariant que l'avenir, c'était les super jumbo géants. Plus de 500 passagers. Des liaisons entre grands hubs. Sur le papier, ça tenait debout. Les créneaux aéroportuaires étaient rares. Les pistes ne pouvaient pas s'allonger indéfiniment. La solution, c'était des avions plus gros, avec plus de passagers lors de chaque décollage. Emirates a validé cette vision et a réussi à en faire quelque chose. Sauf que le marché est parti dans l'autre sens. Les compagnies ont de plus en plus préféré des gros porteurs plus petits, plus souples. Des lignes point à point plutôt que des hubs saturés. Des bimoteurs capables de desservir des villes secondaires avec une vraie rentabilité. Le 787 et l'A350 offraient des coûts d'exploitation que l'A380 ne pouvait pas suivre sur des routes moins denses. En février 2019, Airbus a annoncé l'arrêt de l'A380. Emirates, son plus grand soutien, avait réduit son carnet de commandes. Sans Emirates, le programme ne pouvait pas survivre. La dernière livraison est arrivée en 2021. Et la casse financière allait bien au-delà des coûts de développement. Airbus avait construit d'immenses installations dédiées pour la production de l'A380, une infrastructure d'assemblage spécialisée répartie sur plusieurs pays, des outillages sur mesure, des équipes formées. Tout ça est devenu des actifs immobilisés et inutilisables lorsque la production s'est arrêtée. C'est exactement pour ça qu'Airbus aborde tout nouvel avion avec une prudence extrême. Aujourd'hui, un nouvel avion clean sheet peut coûter 15 à 20 milliards de dollars. Peut-être même plus de 30 milliards. Les taux d'intérêt ont fortement grimpé depuis le dernier grand lancement. Les actionnaires veulent des retours. Chaque dollar mis sur un nouvel avion spéculatif, c'est un dollar qui ne revient pas aux investisseurs. La charge de certification a explosé, elle aussi. Les régulateurs du monde entier exigent désormais plus d'essais, plus de documentation, plus de preuves de sécurité. Le 777X a été repoussé encore et encore, pendant que Boeing se débat avec des exigences qui n'existaient pas lorsque le 777 d'origine a été certifié en 1995. Chaque nouvel avion implique des années d'essais en vol, des milliers d'heures de tests, une surveillance réglementaire intense. La vigilance renforcée de la FAA suite aux accidents du 737 MAX signifie que le prochain programme entièrement nouveau se prendra l'environnement de certification le plus dur de l'histoire de l'aviation. Et il y a un autre souci, la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'aéronautique est en vrac. La crise industrielle de Boeing a mis à nu des fragilités qui touchent toute l'industrie. Les fournisseurs spécialisés en pièces forgées en titane, avionique avancée et composants usinés de haute précision sont au bout de leur capacité. Les motoristes peinent déjà à suivre les programmes actuels, alors encore moins des lancements ultra ambitieux. La direction d'Airbus a été très claire sur cette limite. Guillaume Faury, le PDG, répète que la technologie doit être mûre avant toute décision de lancement.
pas question de s'engager sur des programmes dépendants de systèmes de propulsion qui n'existent pas encore, ou alors de chaînes d'approvisionnement incapables de tenir les cadences. La famille A320neo montre parfaitement pourquoi Airbus n'a aucune envie de casser ce qui marche. Cet avion génère l'immense majorité des profits d'Airbus dans l'aviation commerciale. Les lignes de production à Toulouse, Hambourg, Mobile et Tianjin tournent à plein régime. Plus de 50 avions par mois, 75 d'ici 2027. Tout successeur viendrait temporairement cannibaliser ses ventes. Les compagnies pourraient retarder leurs commandes en attendant la génération suivante. Il faudrait recycler les équipes. Des milliards d'euros d'outillage de production deviendraient obsolètes. Le risque de transition est énorme, même si tout se déroule comme prévu. Sauf qu'en aéronautique, rien ne se déroule jamais comme prévu. Pour imaginer à quoi pourrait vraiment ressembler un futur avion Airbus, il faut regarder les technologies qui pourraient le rendre possible. La percée la plus importante, c'est la propulsion. CFM International, la coentreprise GE Safran qui motorise la plupart des monocouloirs, développe un concept appelé RISE, Revolutionary Innovation for Sustainable Engines. RISE, c'est une architecture open fan, parfois appelée turboréacteur à soufflante non carénée. Sur un moteur classique, les pales de la soufflante sont cachées dans la nacelle, ce cylindre sous l'aile. Mais avec l'open fan, des pales beaucoup plus grandes sont directement exposées au flux d'air. L'idée se rapproche d'un turbopropulseur, mais à des vitesses de jet. Les gains d'efficacité pourraient être énormes. CFM vise plus de 20% d'économie de carburant par rapport aux meilleurs moteurs actuels. Pour un avion qui brûle des centaines de gallons par heure, ça peut représenter des dizaines de millions de dollars d'économie chaque année. Mais l'open fan crée des défis d'intégration. Les pales exposées génèrent une signature sonore différente. La garde au sol devient critique. Et la rétention des pales en cas de défaillance impose des approches de conception entièrement nouvelles. La certification bruit et les contraintes des riverains autour des aéroports pourraient forcer des compromis tardifs si les démonstrateurs ne tiennent pas leurs promesses. L'autre technologie potentiellement révolutionnaire, c'est l'aile. Des ailes à fort allongement, plus longues et plus fines par rapport à leur corde, apportent une grosse efficacité aérodynamique. Moins de traînée induite, c'est moins de carburant. Le problème, c'est qu'allonger les ailes peut limiter les aéroports que l'avion pourra desservir. Airbus explore donc des saumons d'ailes repliables. Le Boeing 777X le fait déjà. Les 11 derniers pieds de chaque aile se replient vers le haut au sol. Ça garde les bénéfices aérodynamiques tout en restant compatible avec les portes. Sauf que ces mécanismes ajoutent du poids, de la complexité et de la maintenance. Chaque pièce mobile est un point de panne potentiel. Et le modèle économique ne tient que si la réduction de traînée compense le coût des inspections supplémentaires et des contraintes d'exploitation. Si on combine ces technologies, la propulsion open fan, les ailes à fort allongement avec saumon repliable et les composites avancés, on pourrait, en théorie, obtenir un vrai saut de performance économique lors de l'exploitation. Mais chaque brique ajoute de la complexité de certification, du risque de développement et des points de défaillance possibles. Mais c'est là que la logique stratégique devient évidente. En théorie, ces technologies pourraient s'appliquer aux deux segments, un successeur du monocouloir ou un tout nouveau long courrier. Mais quand tu regardes le paysage concurrentiel, une opportunité saute aux yeux. L'A320neo, malgré des racines qui remontent aux années 80, reste incroyablement compétitif. Avec plus de 8000 commandes, les compagnies ne réclament clairement pas un truc radicalement différent. Les turboréacteurs à soufflante carénée et réducteurs GTF de Pratt & Whitney et les CFM LEAP apportent déjà de gros gains d'efficacité. Un monocouloir à open fan pourrait ajouter encore 20%, mais le risque de développement est énorme sur un segment qu'Airbus domine déjà. Le marché du long courrier raconte une toute autre histoire. L'argument en faveur d'un nouvel avion long courrier Airbus, ce n'est pas une histoire d'ambition technologique. C'est une question de positionnement sur le marché. Les galères de Boeing ont ouvert une fenêtre qui ne restera peut-être pas ouverte éternellement. Le 787 devrait être la priorité d'Airbus côté concurrence. Cet avion écrase le segment des gros porteurs de taille intermédiaire. 250 à 350 passagers sur des lignes long courrier. Boeing en a livré bien plus de 1200 depuis le début du programme. Les compagnies l'adorent. Airbus se bat dans ce segment avec deux avions.
L'A330 Neo coûte moins cher à l'achat, mais sa conception de base remonte aux années 1980. En efficacité aéro et en masse structurelle, il ne peut tout simplement pas rivaliser avec un avion en matériaux composites conçu dès le départ pour ça. L'A350-900 est plus performant, mais il a été pensé pour se battre plutôt sur le haut du marché des gros porteurs. Il peut être trop premium et trop cher sur les routes où le 787 est dans son élément. C'est là qu'un A360 pourrait viser pile le spot du 787. Vois-le comme un A350 optimisé pour une autre mission. Légèrement plus petit, plus efficient, moins cher à l'achat. Un avion fait exprès pour rafler les lignes où, aujourd'hui, le 787 n'a pratiquement pas d'équivalent. Des analystes du secteur estiment qu'une hypothétique famille A360 pourrait proposer deux variantes clés. Une version de base avec 280 à 300 passagers en configuration biclasse typique face au 787-9 et une version allongée de 320 à 340 passagers positionnés contre le 787-10. Le point crucial, ce serait d'éviter de cannibaliser l'A350-900. Un positionnement fin laisserait les A350 plus grands aller se battre contre la catégorie Boeing 777X, pendant qu'un A360 plus petit capturerait le marché intermédiaire où Airbus n'a pas de concurrent né pour ça. Mais Airbus ne pense pas seulement au bas du marché des gros porteurs. Lors du Dubai Air Show fin 2025, le CEO d'Airbus Commercial, Christian Scherer, a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, l'entreprise étudie activement une version allongée de l'A350 1000. En interne, on l'appelle déjà l'A350 2000. Lorsqu'on l'a interrogé directement sur le fait qu'un avion pareil soit en développement, sa réponse a été très simple, oui. Le concept ajouterait des tronçons de fuselage avant et après l'aile, poussant la capacité vers 400 jusqu'à 440 sièges dans des configurations typiques. Nous sommes alors clairement sur le terrain du 777-9. Le fuselage pourrait s'étirer jusqu'à près de 79 mètres, plus long que n'importe lequel des biréacteurs en service aujourd'hui. Scherer a précisé que l'intérêt client vient de partout, pas seulement d'une ou deux compagnies. La disparition des quadriréacteurs a laissé des opérateurs comme Emirates en quête d'alternatives. Ils exploitent plus d'une centaine d'A380 sans remplaçant direct. Le 777X aide, mais Emirates pousse les deux constructeurs vers des biréacteurs encore plus gros. Un A350 2000 demanderait une version plus puissante du Rolls-Royce Trent XWB-97, des issues de secours supplémentaires pour répondre aux exigences de certification et possiblement plusieurs modifications d'ailes. Mais surtout, il s'appuierait sur la chaîne d'assemblage et la supply chain existante de l'A350, une évolution, pas une révolution. Le timing est stratégique. Le 777X de Boeing a accumulé les retards de certification prévus au départ pour 2020 et désormais visé fin 2025 au plus tôt. L'A350 2000 pourrait arriver sur le marché plus vite puisqu'il s'agirait d'une variante d'un avion déjà certifié plutôt que d'un type entièrement nouveau. Du coup, la stratégie gros porteur d'Airbus se dessine plus clairement. L'éventuel A360 en dessous pour viser le 787, l'A350-900 et l'A350-1000 au milieu et un A350-2000 étiré au-dessus pour affronter directement le 777X. Une famille complète qui couvre chaque segment où Boeing se bat. Il y a un autre avion à mettre dans l'équation, un dont Boeing parle depuis presque 10 ans. Un que les compagnies aériennes réclamaient à corps et à cri. Le Boeing 797, aussi connu comme le New Midsize Airplane ou NMA. En 2015, Boeing a repéré un trou dans le marché. Un truc entre le 737 et le 787. Un biréacteur à double couloir de 220 à 270 passagers avec environ 5000 milles nautiques d'autonomie. Le point idéal pour des lignes trop longues pour un monocouloir, mais trop fines pour un gros porteur classique. Le concept a déclenché un énorme intérêt. Boeing a consulté plus de 50 compagnies. Emirates, United, Delta, Qantas, des transporteurs de tous les grands marchés se disaient partants. L'avion devait remplacer les flottes vieillissantes de 757 et 767 encore en service partout dans le monde. Les plans initiaux visaient une entrée en service autour de 2025, une aile composite de 6e génération, des moteurs à très fort taux de dilution,
et peut-être une section de fuselage elliptique pour offrir le confort d'un double couloir avec l'économie d'un monocouloir. Puis le 737 MAX s'est écrasé, 2 fois. Les ressources qui auraient pu développer le NMA ont été réaffectées pour le sauvetage du MAX. Le programme a été mis en pause début 2020. Puis la pandémie est arrivée. Puis les problèmes de qualité de fabrication ont monopolisé l'attention de Boeing. En 2024, Boeing a annoncé que son prochain nouvel avion serait construit dans l'État de Washington dans le cadre d'un accord social. Mais l'entreprise n'a pas confirmé de quel avion il s'agit. Les analystes ne s'attendent pas à un programme Boeing entièrement nouveau avant le début des années 2030, avec une entrée en service potentiellement pas avant 2035, voire plus tard. Pendant ce temps, Airbus n'a pas attendu. L'A321 XLR est entré en service en 2024. Un monocouloir à l'autonomie exceptionnelle jusqu'à 4700 milles nautiques. Pas un remplacement parfait du confort double couloir du 797, mais suffisamment proche pour beaucoup de routes. Les compagnies qui attendaient la solution Boeing ont passé à la place des centaines de commandes chez Airbus. United, American, JetBlue, Iberia, Qantas, les mêmes compagnies que Boeing séduisait pour le NMA, exploitent maintenant des A321 XLR sur des lignes que le 797 était censé couvrir. Le milieu de marché, le terrain de Boeing, appartient désormais à Airbus par défaut. Et puis, il faut parler du cargo. Le fret aérien suit des cycles différents de la demande passager. Plus de stabilité des revenus lors des périodes de creux. Les cargos conçus dès l'origine se vendent plus cher que les conversions. L'A360F pourrait devenir le remplaçant moderne des 767 et A300 cargos vieillissants encore en service dans le monde. Le timing compte énormément. Boeing manque de marge financière et est opérationnellement débordé. Il corrige en même temps les problèmes de qualité du 737, remonte la production du 787 après des années de perturbations et boucle la certification du 777X. Leur capacité à répondre avec un programme clean sheet est fortement limitée. Regarde ce que Boeing devrait faire. Concevoir un nouvel avion de zéro. Obtenir l'accord du conseil pour des dizaines de milliards en dépenses de développement. Réparer les relations fournisseurs abîmées par des années de chaos industriel. Tout ça pendant que leur programme existant exige une attention permanente. Si Airbus lance un nouveau gros porteur dans les prochaines années, l'entrée en service arriverait probablement vers la fin des années 2030. Boeing aurait du mal à réagir avant les années 2040. C'est potentiellement une décennie de leadership sans rival sur le segment gros porteur le plus rentable. Une décennie où chaque compagnie remplaçante des gros porteurs vieillissants n'a qu'une seule option moderne. Les règles de durabilité ajoutent une autre couche. Le système européen d'échange de quotas d'émissions met déjà un prix sur le carbone de l'aviation. Des dispositifs similaires s'étendent partout. Les compagnies subissent la pression des clients qui exigent des options moins carbonées. Et la valeur résiduelle des avions dépend désormais en partie de leur performance environnementale. Une compagnie qui exploite des avions plus anciens et moins efficaces paie davantage en coût carbone, et ces coûts s'additionnent sur des milliers de vols par an. Lorsque les compagnies évaluent leur achat de flotte aujourd'hui, elles modélisent les prix du carburant et du carbone sur 20 ans. Un avion 20% plus efficient ne fait pas que réduire la conso. Il protège aussi contre le risque réglementaire. Airbus a lié sa feuille de route à la compatibilité avec les carburants d'aviation durable, SAF. Aujourd'hui, le SAF coûte plusieurs fois plus cher que le kérosène, mais les prix devraient baisser à mesure que la production monte en cadence. Un avion qui est optimisé dès le départ pour des mélanges SAF plus élevés prend un avantage à mesure que les obligations d'incorporation se renforcent. Mais derrière tout ça, la question de l'hydrogène plane. Airbus a investi lourdement dans la propulsion à hydrogène. Mais début 2025, l'entreprise a annoncé repousser le développement d'avions à hydrogène. Ce qui était visé pour 2035 glisse potentiellement vers les années 2040. Un A360 serait presque forcément une plateforme kérosène plus SAF, pas hydrogène. Et ce retard renforce en fait le scénario business. Si les compagnies et les loueurs pensaient que l'hydrogène arrivait demain, ils hésiteraient à acheter de nouveaux avions au kérosène avec 30 ans de durée de vie. Pourquoi faire l'achat d'un jet qui devient dépassé dès que l'hydrogène débarque? Le report enlève cette inquiétude. Des plateformes conventionnelles efficaces resteront pertinentes jusque dans les années 2050. Le fret en soute ajoute aussi de la valeur.
Les gros porteurs génèrent des revenus importants grâce au fret transporté sous les passagers. Sur certaines lignes, le cargo fait la différence entre bénéfices et pertes. L'A350 est déjà très fort là-dessus, avec un excellent volume pour sa taille. Un A360 qui est optimisé pour la flexibilité cargo pourrait capter une valeur supplémentaire que l'économie pure passager ne reflète pas. Meilleure compatibilité conteneur, capacité de charge structurale plus élevée. Les compagnies sur des routes très disputées gagneraient un avantage qui se cumule sur des milliers de vols par an. Et les loueurs sont peut-être le public le plus important. Les sociétés de leasing financent environ la moitié de la flotte commerciale mondiale. Leur appétit décide si un nouveau programme décolle ou s'écrase. Lorsque les loueurs s'engagent sur de grosses commandes, ça envoie un signal de confiance. Lorsqu'ils traînent, les constructeurs s'inquiètent. Les loueurs regardent surtout le potentiel de recommercialisation. Ce qu'ils veulent, c'est des avions faciles à replacer chez plusieurs compagnies dans des marchés différents. Un avion trop niche, avec peu d'attrait, devient un actif bloqué si le locataire d'origine fait défaut. L'A360 devrait avoir une large polyvalence, bonne perf sur terrain chaud et en altitude, exigence de pistes raisonnables et une économie solide sur des réseaux très variés. L'A360 partagerait probablement une commonalité cockpit avec les Airbus existants, coût de formation réduit, intégration de flotte plus simple. Des pilotes avec une qualification sur A320 ou A330 pourraient basculer avec un minimum de certification supplémentaire. Et cet effet d'adhérence est énorme. Une fois qu'une compagnie exploite un type Airbus, l'économie pousse à en ajouter d'autres, pièces de rechange en commun, des équipes de maintenance déjà à l'aise, des infrastructures de formation déjà en place. Ça crée un avantage concurrentiel qui dure bien au-delà d'un seul programme. Donc si l'opportunité sur le long courrier est aussi énorme, qu'est-ce qui se passe du côté des monocouloirs ? Airbus ne lâche pas la famille A320, loin de là. Mais l'équation n'est pas la même. La famille A320neo va probablement recevoir des améliorations par petites touches tout au long des années 2030. La cabine modernisée, des petits ajustements dans l'aéro et peut-être des évolutions moteurs au fur et à mesure que CFM et Pratt & Whitney sortent leurs turboréacteurs à réducteurs de nouvelle génération. De quoi garder la plateforme compétitive sans prendre le risque d'un programme complètement nouveau. Un vrai successeur de l'A320. Appelons-le A370 ou quel que soit le nom qui sortira, arriverait plus tard. Peut-être un lancement au milieu des années 2030 pour une entrée en service au début des années 2040. D'ici là, la technologie OpenFan devrait être plus mature, les chaînes d'approvisionnement remises d'aplomb et le carnet de commandes actuel mieux digéré. Dans l'ordre, c'est logique stratégiquement. Lancer d'abord le gros porteur, là où l'écart face à la concurrence est le plus net. S'en servir pour faire mûrir les technologies, puis reconstruire la capacité de développement. Et enfin, réutiliser tout ça sur un successeur monocouloir lorsque la 320neo aura vraiment besoin d'être remplacée. Un seul programme clean sheet à la fois. L'A380 a montré à Airbus ce que coûte le fait de voir trop grand. Retour à aujourd'hui. Les observateurs du secteur restent partagés sur l'idée qu'un nouveau gros porteur Airbus verra vraiment le jour. La direction d'Airbus se garde bien de confirmer un nom de programme ou un calendrier. Ce qu'elle confirme, en revanche, c'est qu'il faut d'abord que les technologies arrivent à maturité avant toute décision de lancement. Propulsion prête. Chaîne d'approvisionnement au niveau. Business case suffisamment solide pour justifier des milliards en recherche et développement. Personne ne veut d'un autre A380. Personne ne veut revivre des retards façon 787. Guillaume Faury décrit l'approche d'Airbus comme évolutive plutôt que révolutionnaire. Le prochain avion ne bouleversera pas tout d'un coup. Des architectures éprouvées, plus quelques ruptures technologiques bien ciblées. Moins de risques tout en apportant de vrais gains. C'est la leçon de décennies de programmes aéronautiques. La révolution fait rêver dans les communiqués. L'évolution, elle, fonctionne. Les moteurs OpenFan sont toujours en développement. CFM vise des jalons de maturité qui pourraient permettre une nouvelle génération de moteurs disponibles dans la seconde moitié des années 2030. Ce calendrier colle globalement avec les déclarations d'Airbus qui évoquent une entrée en service de la prochaine génération d'avions vers la fin des années 2030. Au final, tout pourrait se jouer sur la question du moteur.
Si l'OpenFan apporte 20% de gains d'efficacité sans bruit inacceptable ni pénalité d'intégration, le business case devient très séduisant. Si la technologie n'est pas au niveau, Airbus pourrait plutôt choisir une voie d'amélioration plus modeste. Un turboréacteur à soufflante réductée de nouvelle génération, avec des gains plus petits, mais plus sûrs. L'inconnu, c'est Boeing. Le lancement d'un nouveau gros porteur chez Boeing forcerait Airbus à réagir, même si toutes les briques techniques ne sont pas encore prêtes. A l'inverse, si Boeing reste empêtré ailleurs, Airbus peut privilégier la patience à la vitesse, attendre les conditions idéales plutôt que se précipiter pour profiter d'une fenêtre temporaire. Mais avec le 797 qui semble enterré et le 777X avec des années de retard, la capacité de réaction de Boeing paraît de plus en plus limitée. Le prochain Boeing clean sheet ne volera pas avant le milieu des années 2030 au plus tôt, peut-être plus tard. La logique stratégique est forte. Boeing est affaibli. Le marché des gros porteurs intermédiaires manque d'un concurrent Airbus conçu pour ça. Les règles de durabilité poussent dans le bon sens. Airbus a la solidité financière et la capacité industrielle pour exécuter. Mais Boeing les avait aussi lorsqu'ils ont lancé le 787. Airbus aussi quand ils ont misé sur la 380. Le prochain avion Airbus, s'il arrive, ne sera pas lancé parce qu'Airbus veut bâtir un appareil révolutionnaire. Il sera lancé parce que l'économie tient la route et que les risques restent maîtrisables. Dans une industrie où un seul programme raté peut menacer la survie d'une entreprise, l'ambition passe après les chiffres. La question n'est pas de savoir si Airbus peut construire un gros porteur de nouvelle génération, c'est de savoir si les chiffres s'alignent. Et en aviation commerciale, c'est la seule question qui compte vraiment.